Bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui le dialogue de philosophie des sciences autour du cours de Nicolas Boulot, cours qu'il a donné à l'Université Paris-Est et à Sciences Po, également publié aux éditions Spartacus IDH. Nous parlerons du développement scientifique en tant que perturbation du monde et de la prise de conscience environnementale. Nicolas Boulot, bonjour. Bonjour. Alors, on peut démarrer en disant que le troisième tiers du XXe siècle a été marqué par plusieurs ruptures par rapport à la période précédente qu'on a appelée, à tort ou à raison, les 30 glorieuses. D'abord, le rapport du Club de Rome de 1972, dont le message était clair. La croissance telle que nous la connaissons ne peut pas durer. Il fut largement critiqué par les économistes mainstream sous l'argument que ça ne tenait pas assez compte du progrès scientifique. L'année suivante, sans qu'il y ait de lien de cause à effet, l'OPEP a fermé ses robinets en créant une récession mondiale. Et des économistes comme Robert Solow a défendu l'idée que l'économie libérale gère mal les ressources fossiles, sans tenir compte du long terme. C'est de 1974. Et les années 1970 sont aussi celles de la mise en place des marchés financiers. Les marchés organisés dans toutes les places financières des États-Unis, d'Europe et d'Extrême-Orient avec leurs produits dérivés. C'est le début de ce qu'on appelle la période néolibérale qui accompagnera la dominance des marchés financiers par des mesures de dérégulation sous les mandats de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Puis vient le sommet de la Terre en 1992, préparé par le rapport Brundtland de 1987, et qui fait reconnaître la notion de développement durable avec ses trois volets ou piliers, le social, l'économique et l'environnemental. Et puis la globalisation se poursuit, la Chine devient l'atelier du monde, des guerres se perpétuent en Afrique et au Moyen-Orient, et les migrations commencent. Ces circonstances modifient-elles le regard sur la science, donc l'épistémologie ? Radicalement. Car les visions discutées par Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend portent essentiellement sur le problème qu'on peut qualifier de classique, qui est de caractériser la connaissance réellement scientifique et de la faire progresser. Alors que on se demande de plus en plus si le couple science-technique ne doit pas être assagi, ramené aux limites de la planète. Pourrons-nous tracer les grandes lignes de cette prise de conscience ? Bon, alors disons juste indiquer quelques étapes, quelques points de repère. D'abord, le vaste courant de réflexion philosophique sur la technique. Technique que nous aimons comme une addiction et qui nous emmène on ne sait pas où. On peut citer Martin Heidegger, Jacques Ellul, Rachel Carson, Silent Sprint, Barry Commoner, etc. Et des scientifiques refusent le rôle qu'on veut leur faire jouer de fabriquer des artefacts dans le système de la technoscience. René Dumont en particulier, et plusieurs mathématiciens.
Alexandre Grothendieck, Claude Chevalet, Pierre Samuel, Philippe Courrèges, etc. La technique fait courir des risques. Et ceci induit des responsabilités. Il faut citer les philosophes Karl Jaspers et Günther Anders à propos du nucléaire. Et il faut citer l'essai fondamental d'Ulrich Beck sur la société du risque qui ouvre une problématique nouvelle avec le concept de modernisation réflexive, avec notamment les notions de faits accomplis, les notions de société civile qui conduiraient à l'idée et à la mise en place dans certains pays du principe de précaution. Les risques concernent les imprévus, soit des effets qu'on ignorait, soit des accidents possibles mais négligés, mais il y a également les dommages dus à une érosion progressive du domaine du vivant. Tout à fait. Et cela se rattache à la prise de conscience de la finitude. J'y suis particulièrement sensible parce que je pense qu'elle nous oblige à des changements profonds dans le processus d'élaboration des connaissances. Le texte central est le rapport Meadows, dans sa version révisée de 2004. Il développe plusieurs scénarios. Sans utiliser de chiffrage monétaire, c'est important, mais uniquement avec des grandeurs physiques, des surfaces, des populations, etc. Scénarios qui montrent l'inéluctabilité du schéma overshoot-collapse si on continue la croissance telle que la pensée économique la préconise. On a trop vécu sous le régime de la conquête. Toute la rationalité déductive et inductive nous fait croire que nous vivons dans un plan tangent infini qui contient toutes les droites infinies des logiques disciplinaires. Par exemple, nous croyons qu'une équation de la mécanique quantique contient toute la logique de l'industrie nucléaire. Nous pensons par causalité interne, alors qu'il convient maintenant d'écouter et d'interpréter le contexte. Nous croyons encore à un monde plat. Nous y reviendrons à la fin de ce cours. La fin du XXe siècle est aussi la période où rayonne la sociologie des sciences. En effet, et c'est lié. Montrer que la science est socialement produite est le moyen d'envisager une autre façon de décider à partir des controverses, en faisant mieux intervenir le citoyen. Concernant les sciences de la nature, la physique, la chimie, etc., on fait remarquer que la nature ne parle pas d'elle-même sans qu'on l'interroge. Michel Calon souligne le rôle des réseaux dans la fabrication du savoir scientifique, ainsi que le rôle des groupes concernés, d'où émergent les agendas. Bruno Latour étudie la population des scientifiques en se servant de l'anthropologie, en montrant l'imbrication des faits et des valeurs. Et dans les universités américaines, le courant des Science Studies, qui porte un regard sociologique sur le fonctionnement des productions des centres de recherche. Vous ne partagez pas les thèses de la sociologie des sciences? Si, entièrement. Seulement, cette façon de prendre la science par l'extérieur reste très ambiguë si on ne la pousse pas davantage. Si on se borne à dire que même les contenus de connaissances sont induits par le social, on encourage les climato-sceptiques et les faiseurs de doutes.
C'est ce qui se passe d'ailleurs. Il convient de pousser plus loin la réflexion en repensant le mode de fabrication de connaissances des scientifiques actuellement, qui est essentiellement positiviste, pour l'ouvrir à une écoute vigilante du contexte. Les scientifiques ne veulent pas se laisser enfermer dans l'arrière-cuisine à fabriquer des artefacts. Ils sont, il faut le dire, ils sont la classe sociale la plus sensible au long terme et à la nature. C'est d'eux que viennent toutes les nouvelles préoccupations de connaissance. La nature, d'ailleurs, dont on parle de plus en plus, est-ce que c'est une notion évidente? Ah, le plus difficile à comprendre est sans doute que, justement, elle nous apparaisse évidente, que nous la ressentions, que ce ne soit pas un sacrilège vis-à-vis de la science moderne de reconnaître que nous en sommes partie prenante. Il faut abandonner cette coupure qui vient de l'époque moderne et reconnaître que nous en sommes partie prenante, la vision duale du monde. On pourrait dire la vision schopenhauerienne, si vous voulez, est quelque peu schizophrénique. Mais nous ne sommes pas non plus en pure animalité. Les outils que nous avons conçus et qui nous accompagnent, nous n'allons pas les abandonner. Dès lors, la nature, nous la dominons complètement maintenant, en ce que nous pouvons la détruire. Mais nous sentons bien que nous sommes maladroitement intentionnés à son sujet. C'est encore dans les années 1970 dont nous parlions que s'est fait la clarté sur cette grande question des systèmes ouverts et à l'issue d'une dispute de près d'un siècle sur la notion d'inerte et de vivant. L'importance de la notion d'écosystème est reconnue comme un concept central maintenant. Un écosystème est une sorte de petite nature localisée ou relevant des cycles globaux de la planète, présentant une certaine résilience limitée, vulnérable aux attaques chimiques et physiques auxquelles elle n'est pas préparée. Alors concrètement, faut-il protéger, jardiner, entretenir, ou gérer, ou encore piloter la nature? Le vocable de l'anthropocène résume bien cette responsabilité nouvelle que nous avons maintenant vis-à-vis de la nature. Il y a d'abord le point de vue strictement économique. Combien ça coûte et qui peut payer? C'est le courant des services écosystémiques. C'est à utiliser avec la plus grande prudence, car ça peut conduire à des destructions en toute bonne conscience. Et puis, les néoscientistes qui pensent qu'on peut piloter la nature grâce à la biologie. On est alors dans les ornières du réductionnisme. La préservation-conservation de la nature, comme on la concevait lors de la création des grands parcs naturels américains, nécessite de plus en plus de soins et d'interventions comme on soigne un malade. Donc avec des raisonnements et des outils scientifiques. Je crois qu'une des remarques les plus pertinentes et profondes sur ce problème vient de Stengers et Prigogine dans leur célèbre ouvrage « La Nouvelle Alliance ».
lorsqu'ils disent que c'est la fin de l'omniscience. Les êtres vivants sont le résultat de réactions chimiques et de mutations qui se développent dans un contexte de milieu vivant et dont la signification, la fonction est intimement liée à l'ensemble de ce contexte, lui-même trace d'une longue évolution. Nous sommes à un stade du développement de la science où une certaine modestie, une prudence attentive peut être plus utile que les audaces excitantes auxquelles la volonté de puissance des humains nous a trop habitués, hélas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes scientifiques qui sont à tort méprisées par, disons, la science de conquête et qui sont l'amorce de connaissances précieuses. Très bien, merci Nicolas Boulot. Nous allons en rester là aujourd'hui. La prochaine fois, nous aborderons l'économie, ses bases historiques, mais aussi ses limites. Je vous rappelle que ce cours est édité aux éditions Spartacus IDH.